En ce moment, il y a une question que tout le monde se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour être cité par les IA? Sauf que la vraie question, en tout cas la bonne question, c'est pas ça. Parce que être cité par ChatGPT ou par n'importe quel autre LLM, c'est bien, sauf que c'est pas ça qui va faire tourner votre business. Ce qu'on veut vraiment, c'est comprendre ce que ça change concrètement pour notre visibilité, pour notre trafic et puis surtout pour nos ventes. Est-ce que l'IA, ça peut nous amener des visiteurs? Est-ce qu'elle n'est pas en train de nous piquer des visiteurs? Est-ce qu'il faut refaire toute sa stratégie de contenu? Est-ce que tout ce qu'on a mis en place depuis 10, 15 ans en SEO, c'est à mettre à la poubelle? Ou est-ce qu'au contraire, il faut juste réapprendre un petit peu les nouvelles règles du jeu? C'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Et pour parler de ce sujet-là, j'ai invité quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà parce qu'il est déjà venu sur le podcast du marketing, c'est Léo Poitvin. Léo, il était intervenu sur l'épisode 261, on avait parlé de Netlinking. Évidemment, je vous mets les liens dans les notes de cet épisode. Cet épisode-là sur Netlinking, on m'en parle encore alors qu'il a plus d'un an et demi. Donc vraiment, Léo, il sait de quoi il parle. Léo, c'est un de ceux qui ne se contentent pas de répéter ce qu'ils ont vu ailleurs. Il teste, il fait par lui-même, il observe, il regarde, il creuse. Il a travaillé pour les plus gros sites e-commerce. Aujourd'hui, il dirige sa propre agence et il s'est plongé très très tôt dans les enjeux du GEO. Le GEO, c'est Generative Engine Optimization. Dans cet épisode, on va parler très concrètement de ce que l'IA vient réellement chercher, de la différence qu'il y a entre le fait d'être cité et le fait de générer du business. On va parler aussi des contenus, de ceux qui vont fonctionner vraiment avec les LLM, et puis de comment est-ce qu'on fait pour que les IA en fait travaillent pour nous, pour notre visibilité, au lieu de venir nous rendre finalement invisibles. Et pour être sûr de bien mettre en place tous les conseils de Léo, je vous propose de télécharger la checklist complète pour être cité par ChatGPT et LLM. Je l'ai construite, cette checklist, sur la base de tous les conseils que Léo nous donne dans cet épisode. Comme d'habitude, pour la télécharger, vous allez sur lepodcastdumarketing.com/cadeau 326. 326, c'est le numéro de cet épisode. Vous pouvez aussi, bien sûr, aller dans le lien de cet épisode, dans les notes de cet épisode. Je vous mets le lien directement. Si vous avez un épisode à écouter sur l'impact de l'IA sur votre business, c'est celui-là. C'est parti. Bonjour Léo, bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Estelle, ça fait plaisir d'être ici. Écoute, toujours plaisir de passer avec toi. Écoute, trop cool. Ouais, c'est la deuxième fois que tu viens sur le podcast et c'est trop chouette. Je te le disais en off juste à l'instant. En fait, il y a plein de gens qui reviennent vers moi en me disant « Mais si Estelle, t'avais reçu un mec qui parlait de SEO, c'était trop bien. » C'était toi, Léo. Donc, tu reviens pour nous parler des avancées. Là, on va pas vraiment parler de SEO, on va parler de GEO, Generative Engine Optimization, c'est-à-dire le SEO version LLM, c'est-à-dire version IA. Tu vas nous expliquer tout ça avant que tu rentres dans le détail, Léo. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Écoute, ouais, avec grand plaisir. Je gère une agence SEO qui s'appelle Astrac et je suis cofondateur sur une plateforme de netlinking pour acheter des backlinks qui s'appelle Linkavista. Je fais du SEO depuis maintenant 8-9 ans et du GEO, on va le dire, depuis 1 an à peu près. Je fais beaucoup de recherches dans le domaine et j'essaie de bidouiller un peu ChatGPT pour qu'il essaie de recommander mes clients et ma marque le plus régulièrement possible. Ça nous permet de faire pas mal de R&D, de trouver des solutions et des choses un peu sympas. Donc voilà, on est une petite agence SEO, GEO, on travaille sur ces sujets-là et c'est toujours un plaisir de pouvoir partager mes trouvailles avec les gens sur Internet. Petite agence, tu me disais à l'instant que vous êtes déjà une dizaine de personnes, donc ça commence à être une agence un peu sérieuse, cette histoire. Bon, écoute, dis-moi, moi, ce qui m'intéresse là dans cette histoire de GEO, on va se dire les choses, c'est de comprendre quand même ce qui se passe. On sait tous qu'il y a l'IA, on parle que de ça. Évidemment, c'est la grosse nouveauté. Il y a l'IA et donc l'IA commence commence, ça fait déjà un petit moment qu'elle propose des solutions, etc. et finalement, elle remplace un petit peu, ou en tout cas de plus en plus, les recherches Google. Donc pendant très longtemps, on a travaillé notre SEO, on a écrit des articles de blog, des machins, des trucs pour que on ressorte auprès de Google. Et puis maintenant, on est en train de se dire, il faudrait aussi ressortir auprès de nos amis les LLM, donc les IA pour faire simple. Comment est-ce que ça fonctionne, cette histoire? Quand on parlait SEO, il y avait notamment tout un travail de formatage, de présentation de ce qu'on écrit, de nos sites e-commerce notamment. Est-ce qu'il faut continuer à faire ça? Comment ça marche pour matcher avec les LLM?
Ah, il y a deux aspects qui sont intéressants. La première chose, c'est comment les LLM ils fonctionnent. En gros, tu as deux grandes choses qui peuvent arriver sur un LLM. Soit il fait une recherche web, soit il en fait pas. Et là, vraiment, tu as une grosse séparation entre deux types de choses. S'il fait pas de recherche web, je vais te donner un exemple, mais combien de temps on fait cuire un œuf? Et ben dans ce cas-là, il fait pas de recherche web, il sait que ça va être tant de minutes et il va nous dire directement tant de minutes. Et dans ce cas-là, c'est très très difficile d'aller influencer un modèle à partir du moment où il ne fait pas de recherche web. Donc généralement, on va se concentrer sur toutes les requêtes où il va faire une recherche web parce que c'est celle où on va pouvoir influencer. Là-dedans, il y a plein de choses qui sont dites un peu partout sur Internet, qui sont intéressantes. Les premières choses que les gens disent, en général, qui sont des choses qui sont vraiment intéressantes, c'est notamment parler de données structurées. Donc les données structurées, c'était ce qui servait à Google, typiquement pour dire sur un e-commerce, comme tu le disais tout à l'heure, bah voilà, ce produit a 5 avis, 5 sur 5, les 5 petites étoiles directement dans le top 10, de dire il est en stock, voilà, il est vendu à tel prix, etc. C'était des choses comme ça qui ressortaient. On pouvait avoir la date de publication, par exemple, qui ressortait directement sur Google. Et tout ça, c'était des données qu'on encodait dans le code source avec un Ouais. encodage particulier, parfois du JSON, parfois d'autres langages, et qui sont des encodages qui sont aussi beaucoup utilisés par les LLM, par ChatGPT, qui sont très facilement compris par les robots. Et donc, voilà, c'est des choses que les gens mettent en avant. Je pense que c'est des méthodes qui fonctionnent et qui sont intéressantes et qui aident en effet les robots à mieux comprendre notre site. Mais je pense qu'à l'heure qu'il est, c'est pas suffisant. Et si on a envie d'aller plus loin, plus vite, tu vois, d'être plus efficace, il y a beaucoup de méthodes qui existent qui sont quand même plus décisives. Voilà. Ce que je dis souvent à mes clients, c'est bah ça va agir sur 10% d'un 100% global. Et nous, notre intérêt, c'est pas forcément d'agir sur 10%, mais plus du 90% qui reste, là où on va avoir plus d'efficacité. Alors ça m'intéresse ce que tu dis parce que quand même, quand tu as commencé à me parler, tu me disais oui alors il y a du JSON LD, il y a des schémas, des machins, des trucs. Je dis hop hop hop, attends moi de JSON LD, pardon hein, mais j'ai jamais touché à ce genre de choses parce qu'en fait c'est des éléments un peu plus techniques peut-être, donc soit qui sont faits quand on travaille avec une agence de SEO, pour le coup avec des produits SEO, ça vous allez toucher ce genre de choses. Tu me disais aussi quand on est sur du e-commerce, typiquement si on est avec Shopify par exemple, c'est des choses qui sont gérées un petit peu automatiquement par le système. Donc, c'est des informations qui sont déjà données. Donc, c'est bien, c'est là. On continue à le faire si on le faisait. Si on le faisait pas, c'est peut-être pas un drame total parce que tu dis si c'est 10%, bah, c'est toujours bon d'avoir 10%. Mais effectivement, on a envie d'aller sur les 90%. Moi, quand tu disais là tout à l'heure à l'instant, tu me disais, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos LLM, elles vont pas systématiquement sur le net. Elles vont, il y a certaines questions, comment faire cuire un œuf, elles ont déjà la donnée, elles répondent direct, point barre. Moi, quand même, pardon, je vais revenir 2 secondes en arrière sur les bases des bases de pourquoi est-ce que je me casse la cacahuète à faire du SEO ou du GEO. J'ai un site internet, quel que soit mon business, j'ai un site internet. Pourquoi est-ce que je suis allée pendant les 15 dernières années écrire des articles de blog, etc., faire du SEO, c'était pour que ces articles-là attirent des gens qui font une recherche, notamment sur Google, qui viennent sur mon article de blog. Et puis dans mon article de blog, j'avais quand même bien fait les choses pour les faire rentrer dans un funnel parce qu'il y a un pop-up, il y a un truc, il y a une pub sur le côté, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça emmène les gens vers ma page de vente pour que, in fine, ils me connaissent, ils ont envie de travailler avec moi et ils achètent mon produit. Moi, ce que je veux avec les LLM, parce que j'entends tout le monde dire, il faut être cité par les LLM. Moi, perso, excuse-moi Léo, je m'en fiche, moi, que les LLM me citent. Ce que je veux, c'est que les gens, ils viennent sur mon site. Si le LLM me cite et dit bah, la solution pour faire cuire un œuf, c'est d'attendre 3 minutes et demie, mais qu'en fait, il n'a pas cité mon site sur lequel j'ai expliqué ça, très sincèrement, ça me sert à rien. Donc, comment est-ce que je fais? Tu vois, le fond de ma question, il est là. C'est moi, je veux bien qu'on me cite, ça me fait plaisir et mon ego sera absolument ravi que ChatGPT et autres disent allez donc voir ce que fait Estelle. Mais comment est-ce que je fais pour que les gens, finalement, est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Comment est-ce que je fais pour qu'ils viennent sur mon site et qu'ils continuent à acheter ou est-ce qu'il faut faire autrement? C'est quoi l'idée? Là-dessus, il y a 2 grandes manières de récupérer le trafic et de gagner de l'argent. Parce que ce qui va nous intéresser à la fin, c'est de récupérer un lead, de récupérer, voilà, un achat, de gagner de l'argent. Donc il y a 2 grandes manières où, le trafic peut arriver sur notre site. La manière la plus traquable, la plus facile à observer, c'est grosso modo notre site, il va être utilisé comme source et donc on va voir dans ChatGPT directement un petit encart, un endroit, hop là, il y a cette source-là. Si on clique dessus, on arrive sur notre site, et ça va transmettre malheureusement un tout petit peu de trafic. Proportionnellement au nombre de gens qui vont voir notre nom, un tout petit peu de trafic. Il est facilement traquable avec Google Analytics et ce qu'on
voit aussi comme donnée, c'est que ce trafic qui arrive chez nous par ce moyen-là, il a tendance à convertir de manière extraordinaire. Il y a Ok. aucun trafic qui convertit aussi bien que ça, mais les montants sont très très petits malheureusement. Donc grosso modo, on sait que bon bah voilà, on a envie de travailler, on a envie de le développer parce que ça convertit très bien, mais on sait que les montants globaux, c'est voilà, ça va être 1%, 5% de ce que fait Google. Donc au global, on n'y est pas gagnant. Par contre, ce qui se passe, c'est que si demain, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, je cherche par exemple, c'est quoi le meilleur podcast pour me renseigner sur le marketing en France. Ce que va faire ChatGPT, c'est qu'il va aller faire une petite recherche web et il va dire, OK, il y a ces 3-4 podcasts-là. Il va faire une réunification et il va me dire, bon, bah voilà, si tu vas avoir le podcast du marketing de Estelle Ballot, tu auras quelque chose d'intéressant. Donc là, très souvent, ce qui se passe, c'est que la personne, elle lit ça, elle se dit, OK, intéressant, je vais aller faire une recherche sur cette marque-là, quoi, ce podcast-là. Il va aller chercher le podcast du marketing de Estelle Ballot. Hop là, il arrive sur ta landing page, sur ta home page, avec du trafic marque, du coup, du trafic qui est sur ton nom, ton propre nom. Et derrière, il va s'inscrire, etc. Donc très souvent, ce qui se passe, c'est que si on est cité par ChatGPT comme une référence dans notre domaine, eh ben, on va avoir une augmentation du trafic qui arrive par la marque et une conversion qui va être excellente dessus parce que la personne a déjà été préchauffée et préconvertie par ChatGPT généralement. En fait, on va voir si je veux regarder ou traquer cette histoire. Ça veut dire, qu'il faut que je me détache un peu de ce principe de tracking sur lequel voilà, on a un petit peu tout misé ces dernières années et qu'en fait, ça va être du trafic direct. Et donc, je vais pas vraiment pouvoir le traquer, si ce n'est peut-être de voir des pics. Alors, je sais pas s'il y aura des pics parce que si c'est du LLM, peut-être que justement, ça va monter gentiment et puis ça va pas forcément se voir. Mais en tout cas, ça devrait venir sur du trafic direct. Est-ce que, question à 10 000 euros, est-ce qu'il y a un moyen, est-ce qu'il y a un certain type de contenu que je peux faire pour que les LLM me citent de cette façon-là et que j'ai plus de trafic direct, même si je ne peux pas le traquer directement? Ouais, moi il y a un type de contenu qui marche particulièrement bien, c'est de faire une page et ça c'est une page que les clients malheureusement aiment pas trop parce que ça donne un effet marketing qui est pas forcément le plus sexy, mais c'est de faire une page en l'occurrence sur ton propre site qui s'appellera par exemple top 10 des meilleurs podcasts marketing et de te mettre en premier comme étant le meilleur podcast marketing. Donc voilà. Les clients des fois ils sont un peu bon, ça se voit les Ouais, gars, c'est tu dur. vois, d'un point de vue marketing, d'un point de vue branding, c'est pas très sexy, c'est vrai, mais malheureusement c'est le type de contenu qui est le plus réutilisé et même si on le fait sur son propre site, ça a quand même tendance à fonctionner. Donc grosso modo, le LLM va pas vraiment faire la différence de est-ce que c'est toi qui te cites toi-même en tant que premier ou pas. En général, généralement, il va quand même reprendre ton classement et te citer en tant que premier. Et sinon, ce que je fais beaucoup pour mes clients, c'est d'aller faire des classements comme ça, mais sur des médias externes, sur d'autres sites, pour en fait créer un espèce d'univers autour d'eux, de gens qui parlent d'eux, qui disent que ce sont les meilleurs dans leur domaine, des fois sur un segment très précis, des fois sur un segment plus large. Et après, le but, c'est que ces articles-là vont aller se placer dans Google, que les LLM vont les récupérer quand ils vont faire une recherche web. Et quand tout ça c'est fait, ils se retrouvent à être cités premiers, même si parfois ils ont moins de notoriété ou moins de pertinence que certains de leurs concurrents. Donc en gros, si je suis effectivement un super podcast, logiquement, naturellement, je vais avoir des articles de presse, des blogs, spécialisés qui vont dire: «Allez donc, écoutez ce podcast, il est vachement bien». Donc c'est des articles qui sont ultra ultra importants, ultra intéressants. Donc il faut essayer de les pousser ou en tout cas d'être sympa avec ces blogs-là pour qu'ils aient envie de penser à toi, c'est ce que j'entends. Si je fais un article, donc toi ce que tu me dis, c'est: «Tu as intérêt Estelle, à faire un article de blog sur ton site où tu fais ce truc et tu mets Estelle Ballot est formidable, je m'aime, venez donc me voir». Effectivement, c'est pas facile. Cet article-là, je pose la question très naïvement, mais je pense, avoir la réponse. Mais, il faut que je le mette en avant sur mon site ou je peux le planquer un peu parce que j'ai un peu honte quand même de m'être mise pour rien? Est-ce qu'il suffit qu'il existe ou est-ce que il faut que ce soit une page qui soit particulièrement vue et que j'envoie du jus dessus et j'envoie les gens dessus? C'est un peu tricky, ça dépendra vraiment de la puissance de ton site vs celle des concurrents sur la requête, tu vois. Donc en fait, au final, c'est là où on se retrouve un peu à faire du SEO, c'est que ChatGPT, quand il fait une recherche web, il fait une recherche Google. Donc grosso modo, il faut qu'on soit premier sur les mots-clés que ChatGPT va chercher, que notre site il ressorte le plus haut possible et qu'ensuite il soit réutilisé. Donc grosso modo, théoriquement, si ton site est très puissant, si tu as une page qu'elle est un petit peu cachée, qu'elle est au fond de ton blog, qu'elle est pas vraiment visible, Google il va quand même la prendre, il va quand même la ranker et ça suffira quand même. Maintenant, si son site il est peu puissant, cette page-là, il faudra mieux la mettre en avant et essayer de la pousser pour que elle puisse ranker sur Google. Du coup, c'est pour ça que si ton site est peu puissant, en général, ce que je vais recommander, au lieu de tout miser, envoyer tout ton trafic là-dessus, alors que c'est un peu crado, c'est d'aller poster justement sur de l'externe, sur d'autres types de sites, d'aller sur des sites de partenaires qui te recommandent. Comme ça, on sait que dans cette dynamique-là, tu vas pouvoir être mis en avant sans avoir besoin de forcer ton propre trafic à avoir ce propre classement, quoi.
Je pense. Tu vas me dire si c'est une bonne idée ou si ça ne marche pas du tout. Mon site est pas ultra puissant, mais enfin quand même, j'ai envie de pouvoir récupérer un petit peu cette histoire. C'est facile en fait de mettre le top 5 des podcasts ou le top 5 de je ne sais quoi. Est-ce que je peux pas prendre ma meilleure page, à savoir en général ma home, est-ce que je peux pas prendre ma home et puis en bas de ma home, un peu planqué, mettre, ce classement des 5 meilleurs, podcasts et mettre le listing à ce moment-là? Est-ce que pour Google, ça suffirait? Le problème que tu vas avoir en faisant ça, c'est que ta page entière, elle va pas vraiment être optimisée sur le mot-clé, tu vois, meilleur podcast en marketing ou quelque chose comme ça. Donc en fait, si tu réoptimises un petit peu ta page, que tu la reconcentres là-dessus et qu'elle arrive à se placer dans Google sur un mot-clé comme ça, dans ce cas-là, ça suffit et ça roule et tu vas être cité en ayant ça. Et honnêtement, si ta homepage, elle se place sur ce mot-clé-là, même sans avoir ce classement, Google, il va te récupérer, il va se dire, OK, c'est intéressant, c'est un bon podcast en marketing. Et la chance que tu as toi, en l'occurrence, c'est que comme ton podcast s'appelle le podcast du marketing, il a quand même plus de chances d'être récupéré au global que n'importe quel autre podcast, tu vois. C'est Donc, pas tout à fait de la chance, c'était un tout petit peu réfléchi, Léo. ouais, très bien vu, ça fonctionne avec ChatGPT comme avec Google. Donc, voilà, au global, l'intérêt, c'est de se dire, est-ce que ma page, elle va ranker sur un mot-clé meilleur et le nom de mon service, grosso modo, ou ce que je fais sur Google. Si c'est le cas, t'es bien. Si c'est pas le cas, c'est plus compliqué. Dans ce cas-là, il vaut mieux utiliser d'autres médias externes qui vont pouvoir parler de toi comme une référence. Moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, cette histoire de médias externes, c'est-à-dire, les médias spécialisés dans notre domaine, quel que soit le domaine, hein, là, on prend l'exemple du podcast, mais évidemment, ça marche pour à peu près tout. Ça, c'est vraiment important. C'était déjà important, quand on faisait du SEO voilà, que ces médias-là, qui sont des médias, avec de la réputation sur le sujet, parlent de nous. Là, ce que tu dis, c'est que non seulement il faut qu'ils parlent de nous, mais c'est encore mieux s'ils parlent de nous sur ce système de ranking parce que c'est ce qui marche très, très bien sur les LLM. Est-ce que, donc j'imagine que tu proposes à tes clients de faire ce genre de choses, voire tu le fais pour eux. Est-ce qu'il y a une technique? Est-ce que tu as identifié un moyen? Parce que comment je fais moi pour faire en sorte que les blogs, ou voilà, ces sites-là parlent de moi dans un listing comme ça? Est-ce que tu as trouvé une technique? Je sais pas, il faut leur envoyer un email, leur dire: «Dis donc, ça serait vraiment super chouette de faire ça», ou comment tu fais? Ouais, je vais t'expliquer. La première chose que tu as mis en valeur qui est super intéressante, c'est que avant, ce qui était vraiment important pour Google, c'était qu'il y a un lien qui aille depuis un autre site vers le nôtre. Tu vois, c'était le fameux backlink qui nous amenait de la puissance et comme ça, on rankait mieux, etc. Chose qui, à l'heure du LLM, est beaucoup moins importante. Ce qui va être important, c'est la mention. Donc, juste qu'on mentionne notre nom. Avant, tu pouvais ne pas être mentionné dans un article. Si tu avais un lien, c'était bien. Maintenant, si tu pas de lien mais que t'es mentionné, bah à l'inverse c'est bien. Donc voilà, on chasse la mention maintenant et les top 10 sont clairement les contenus qui sont les plus récupérés par les LLM. Donc ce que j'ai fait, moi, la réflexion que j'ai eue au moment où je me suis dit, ok, bon, il faut qu'on poste sur des médias externes. On avait l'habitude de le faire pour acheter des backlinks. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que au moment où est arrivé un peu ce phénomène, j'ai demandé à tous les fournisseurs de backlinks habituels de me dire, bah, est-ce que tu peux faire un article top 10 des meilleurs XYZ sur ton site et citer mon client au numéro 1, quoi. Donc c'est ce qu'on a fait et du coup je suis cofondateur sur une plateforme de backlink qui s'appelle Linkavista et donc on a mis en place un peu tout ce système-là pour être sûr que grosso modo on puisse trouver des médias qui fit à peu près notre ligne édito et qu'on dise est-ce que tu peux nous mentionner, nous faire un top 10 et derrière tu me mentionnes moi comme étant le numéro 1 comme ça on a pu assez simplement dévier le système achat de backlink un peu traditionnel qu'on avait monté pour faire achat de mentions sur des top 10 qui fit beaucoup mieux le modèle LLM pour le coup. Donc en fait, c'est exactement la même chose que votre histoire de netlinking. C'est juste, on a changé la demande, mais finalement, après, l'organisation est la même. Si ce n'est que, dans mon souvenir de netlinking, moi, j'ai jamais osé mettre le doigt là-dedans. Ça me paraissait être un monde parallèle bien trop complexe pour moi. Dans mon souvenir, je te donne le schéma que j'avais en tête. C'était, attention, Google est plus intelligent que toi, Estelle. Donc, ne va pas faire juste un échange site A va linker vers le site B et site B va linker vers le site A parce que Google va dire t'es mignonne chouquette, mais je vois bien que tu t'arranges entre copains, donc ça va pas marcher. Donc il fallait faire des trucs à plusieurs bandes, quoi, à faire site A vers site B, vers site C, vers site D, etc. Et puis d'organiser tout un maillage comme ça. Là, vu que c'est des mentions, on voit pas de lien. Est-ce que ça veut dire que c'est plus facile finalement et qu'on peut s'arranger entre copains et finalement ça se voit pas? Ou est-ce que ou c'est exactement la même chose et du coup il faut faire des maillages complexes? Non, c'est plus du tout besoin de faire des maillages complexes. Déjà, même sur la partie netlinking, le niveau de complexité des maillages, on n'a plus besoin de se faire autant la misère qu'on le faisait historiquement, honnêtement. Depuis, on va dire, 2020, Google est quand même plus clément sur la complexité des maillages et il est moins à la chasse. Ce qu'il fait, c'est que simplement, il dit, bon, bah, là, ça a l'air d'être des liens qui manipulent un peu, donc il a tendance à les nullifier, mais il n'y a plus vraiment de danger là-dessus. Et sur la partie des mentions, non, là aussi,
ChatGPT va pas essayer de chasser si telle personne mentionne lui, etc. En général, il est très clément. À partir du moment où ça rank dans Google, encore une fois, c'est la nouvelle un peu le nouveau prisme qu'ils ont pris sur ChatGPT, c'est si on est du top 15, top 20 dans Google avec cette page-là, il y a des chances qu'elle soit prise en source. Si elle est prise en source, hop là, eh ben, elle va pouvoir être utilisée comme source d'information, comme source de vérité, et on va récupérer le contenu de cette page pour qu'elle soit citée ensuite. Ouais, c'est intéressant. Ça veut dire quand même que le SEO reste important. Le Outre SEO le reste fait important, que, ouais. ben voilà, outre Ouais. le fait qu'il y a quand même des schémas, des typologies qui fonctionnent mieux, il faut que le SEO des sites soit bon pour que Google les ait mis en avant et que donc leur page à listing remonte. Donc finalement, j'ai envie de dire ouf, tout le travail qu'on a fait depuis 15 ans n'est pas foutu à la poubelle comme ça en Non, 2 secondes et demie. 100%, non, 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 Donc c'est l'avantage. tout va bien. Tout Et va un bien. truc qui est un tout petit peu tricky, c'est que tu peux avoir un très très bon GEO, par exemple, avec un très mauvais SEO, parce que tu peux te référencer sur des sites externes à chaque fois, et toi, en ayant le cordonnier le plus mal chaussé, quoi. Donc en fait, tu peux être référencé partout, mais toi, ton site ne génère pas de trafic. Et en fait, Mais il c'est va plutôt générer bien du trafic ça. sur sa marque, tu vois, sans que tu aies besoin de faire les efforts, parce que les autres référencent ta marque en étant la meilleure. C'est ce qui se passe beaucoup, je vais t'en parler rapidement, avec ceux qui ont des très bons programmes d'affiliation, par exemple. Ouais. Tu vois, si quelqu'un a un très bon programme d'affiliation, je vais te prendre un exemple Penny Lane, parce que je discutais avec lui il y a peu de temps. Et donc, leur programme affilié est sympa et ils ont une bonne relation avec les affiliés. Donc, tous les affiliés qui vont avoir en fait potentiellement une page quelque part qui est placée, s'ils mettent Penny Lane en avant, Penny Lane va se retrouver à avoir plus de trafic marque, à être mentionné en numéro 1 parce que en fait les affiliés vont avoir mis Penny Lane en avant. Après, la chance de Penny Lane, c'est qu'ils ont aussi un très bon SEO et qu'ils sont aussi très bons en SEO. Mais si ça n'avait pas été le cas et qu'ils avaient seulement un bon trafic, des bons classements au niveau des affiliés, ils auraient un bon géo quand même, quoi, pour le coup. Super intéressant. Mais ça, pour le coup, c'est un vrai hack. C'est-à-dire que l'affiliation, qui est une stratégie marketing parmi d'autres et qui est une stratégie marketing qui fonctionne plutôt pas mal, mais qui finalement est pas tant utilisée que ça. Il y a quand même encore plein de marques qui l'utilisent pas. Ben là, ce que tu es en train de dire, c'est que non seulement c'est une stratégie intéressante pour ramener du cash, parce que tu as d'autres personnes qui viennent voilà, t'apporter de l'acquisition, mais en plus, ça donne des mentions et donc ça fait monter sur le LLM. Donc là, Ouais, je prends exactement. l'info, je trouve ça vraiment... C'est pas si dur que ça à mettre en place de l'affiliation. Moi, c'est quelque chose que j'ai souvent en tête en me disant, mais tiens, il faut absolument le faire. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas plus? Et après, la vie fait qu'on a plein d'autres choses à faire. On ne fait pas toujours. Mais l'affiliation, c'est... Alors, bon, ce sera le sujet d'un autre épisode peut-être, mais c'est pas si compliqué à mettre en place parce qu'il y a plein d'outils qui permettent de le faire. Là où c'est compliqué, moi, je trouve, c'est que c'est quand même un peu dark l'affiliation. C'est-à-dire il faut avoir vraiment confiance en son partenaire. Le gars chez qui on fait de l'affiliation, s'il nous dit qu'on a eu que 3 clics, nous, finalement, on n'a souvent pas beaucoup de moyens de vérifier la réalité. Donc, moi, ce que je conseille toujours, c'est faites de l'affiliation avec des gros sites bien établis. De l'affiliation avec Canva, a priori, vous n'aurez pas de problème. C'est pas pour faire de la pub avec Canva, c'est que je sais qu'ils font de l'affiliation, c'est juste ça. Mais voilà, un petit site qui sort de nulle part, oui, si vous avez confiance parce qu'en fait, pour traquer les choses, c'est pas toujours si évident que ça, mais je prends le hack. On pourra en discuter si tu veux un de ces quatre, parce que j'ai fait 6 ans d'affiliation en tant que SEO justement, donc Ah! j'ai un gros background en affiliation et dans Ah! des Intéressant. affiliations qui étaient pas forcément les affiliations les plus, on va dire les plus populaires ou les plus, voilà, les plus propres du monde. J'ai eu un gros background dans une affiliation qui était assez dark, donc voilà, Oh, et bah, je ouais, pourrais te faire voir écoute. la face noire, la face cachée de l'affiliation si tu veux un de Ouais, ces quatre. avec plaisir parce que en plus, tu vois, je trouve que c'est vraiment une stratégie qui est bon, moi qui m'a toujours intéressée parce que je trouve que c'est vraiment chouette d'avoir des gens qui viennent te recommander de façon globale, mais qui est en plus intéressante avec les LLM, c'est peut-être un truc à retravailler. Bah, écoute, je le mets dans un coin de ma tête, on se fera peut-être un épisode ensemble sur l'affiliation. Avant d'aller chercher l'affiliation, ce que tu me disais en off, c'est que c'est bien beau, il faut aller voir des sites tiers, et cetera. Il y a quand même des sites qui sont particulièrement importants et intéressants à avoir. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que clairement, si on sait où il faut aller, on y va et qu'on soit d'accord ou pas, c'est quand même là voilà. Il y a des sites qui marchent mieux que d'autres? Ouais, 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 clairement, il y a donc, alors, ceux qui nous écoutent ont sûrement entendu du contenu US ou des gens, des Français qui ont reparlé de contenu US et qui ont dit oui, Reddit c'est très important, Quora c'est très important, etc. La réalité, c'est qu'alors qu'il est Reddit et Quora, c'est des plateformes qui sont énormément utilisées aux États-Unis et beaucoup moins en France. Donc, leur importance en France, elle est voilà, 100 fois moins qu'aux US. 100 fois, j'abuse peut-être un peu, mais au moins 50 fois Mmh. moins qu'aux US, c'est Ouais. sûr. Et donc, au final, Reddit et Quora sont un peu moins importants en France qu'ils ne le sont outre-Atlantique. Sur les 3 sources qu'on a, qui sont vraiment les 3, pour moi, la triplette
fait importante en France, c'est Wikipédia qui est un peu le Saint Graal. Ça l'est aussi aux US, mais en France c'est le Saint Graal. Donc si vous avez une notoriété qui est assez solide pour avoir une page Wikipédia, et ben dans ce cas-là, allez-y parce que c'est une page qui est énormément réutilisée par les LLM, par ChatGPT, et qui est une source qui est très importante. La deuxième source, c'est Google My Business, donc les fiches Google Maps, grosso modo, Google Business Profile, qui est une source une source qui est proof testé par Google, qui est utilisé par Google, donc voilà, beaucoup réutilisé pour aller citer les adresses, pour aller récupérer de l'information, etc. Par les LLM, donc une source très importante aussi. Et la troisième, c'est Trustpilot, qui va être une source qui est énormément utilisée pour les avis, pour la notoriété, pour ce que fait une entreprise, pour ce qu'elle fait bien, pour ce qu'elle fait mal, etc. Et grosso modo, pour te donner un petit scope en plus là-dessus, ces trois sources-là, comme par hasard, elles sont utilisées parce que c'est des sources qui sont lourdement modérées, tu vois, qui sont très Ah, lourdement modérées, comme Reddit d'ailleurs aux États-Unis. Les trois sont très lourdement modérés. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que et Google et les LLM, ils délèguent un peu le niveau de modération et la qualité de l'information à des services qu'ils connaissent être des bons services, des services bien modérés avec une bonne information. Et donc, si tu as une mauvaise note sur Trustpilot, c'est que tu fais mal le travail. Si tu as une fiche Wikipédia qui dit que tu es un arnaqueur, bah, c'est parce que tu es probablement vraiment un arnaqueur. Et si ton Google Business Profile, il n'existe pas, bah, tu probablement peu de légitimité en réalité parce que voilà, tout le monde est censé en avoir un. Donc, alors voilà ce qui se attends, passe un peu sur les sources. j'ai 1000 questions. Wikipédia, on va commencer par là. Wikipédia, comment on fait? Question bête. Comment on fait pour avoir une page Wikipédia? Est-ce que c'est moi qui dis: «Ah bah tiens, attends, je vais dire que Estelle Ballot, c'est formidable, faites-moi une page Wikipédia» ou et je crois que c'est plutôt ça, tu vas me dire si j'ai raison, il faut que ce soit un tiers qui dise: «Ah bah Estelle Ballot est formidable». Je dis Estelle Ballot, hein, vous avez bien compris, c'est pour l'exemple. Si quelqu'un veut demander une page Wikipédia pour Estelle Ballot, ne vous gênez pas. Mais est-ce que c'est ça? Il faut que ce soit un tiers qui propose une personne, c'est ça? Donc ouais, la particularité de Wikipédia, je pense que tu peux te proposer toi-même, mais c'est quand même assez compliqué et ça sera marqué sur ta fiche Wikipédia si c'est toi-même qui t'es proposé et que t'as dit à un modérateur Wikipédia, oui, c'est moi Estelle Ballot, ou que ton compte s'appelle Estelle Ballot, quoi, grosso modo. Très souvent, ce qui se passe sur Wikipédia, la raison qui peut déclencher le fait d'être accepté ou non, c'est le fait d'avoir plusieurs sources d'autorité qui vont parler de toi. La manière dont Wikipédia caractérise des sources d'autorité, c'est que grosso modo, c'est des articles qui ont déjà été utilisés en source Wikipédia plusieurs dizaines, voire centaines de fois. Donc ce que tu vas faire, c'est que Le Monde, Le Point, tu vois, des gros médias comme ça vont avoir été utilisés en source d'autorité plusieurs fois par Wikipédia. Et donc, si tu as des articles sur des médias de la sorte, généralement, tu vas pouvoir avoir une fiche Wikipédia. Les cas de nos jours qui sont les plus faciles, entre guillemets, pour déclencher une fiche Wikipédia, c'est les entreprises qui lèvent de l'argent. Parce que généralement, elles vont être relayées en presse sur pas mal de médias différents, sur des articles qui sont un peu journalistiques, parce que c'est ce qu'il faut. Il faut pas d'articles qui soient promotionnels, des articles uniquement journalistiques. Et donc, si tu as 5-6 sources qui parlent de toi de manière journalistique, tu peux demander à quelqu'un de te faire une fiche Wikipédia. Et très souvent, pour ça, moi, ce que je fais, c'est que je trouve des éditeurs Wikipédia ou des modérateurs Wikipédia qui vendent leurs services pour quelques centaines de dollars et qui vont aller te créer une fiche avec un peu leur pseudo passe-droit. Ils passent pas tous les droits non plus, il te faut quand même l'autorité, mais voilà, avec un peu d'autorité que eux ont enfin leur passe-droit et l'autorité que toi tu as, ils arrivent à te faire une fiche Wikipédia. Toutefois, c'est quand même rare d'être éligible à ça. Il faut vraiment avoir une autorité qui est réelle, quoi. Tu vois, moi, dans mes clients, il y en a très peu qui ont la notoriété nécessaire pour avoir une fiche Wikipédia. Généralement, ça va être les gros comptes, les boîtes cotées en bourse, les gens avec beaucoup de pubs, les gens qui sont passés à travers des scandales, mais dans ce cas-là, t'as pas vraiment envie de faire une page Wikipédia non plus, etc. Donc, c'est OK. un jeu qui est assez compliqué. Je suis en train de m'entraîner en ce moment pour essayer voilà, de détourner un peu les De règles et monter d'essayer là-dessus. d'avoir voilà, des choses intéressantes. Pas facile, mais je m'échauffe. Mais ce que j'entends là, tu vois, c'est ce qu'on avait dit avec, l'une de mes invitées, qui était une spécialiste RP, c'est qu'en fait les RP, c'est vachement intéressant pour les LLM parce que du coup, ça fait parler de toi dans des sites qui sont, reconnus et cetera et que donc ça fait 100%. monter et le SEO et le LLM donc super intéressant de travailler ces RP. OK. Ouais, les RP, Donc oui. c'est sûrement le département qui a pris le plus de poids avec le LLM, quoi. Le Ah SEO a voilà. une importance, mais la RP, pour moi, enfin, c'est un sujet qui est entre les deux, tu vois, qui est entre les OK. RP et le SEO. Super intéressant. OK. OK pour, le Wikipédia. Donc si vous voulez parler, à Wikipédia, allez-y. Mais bon, j'ai bien compris que c'était probablement pas le truc le 1er que j'aurais. En revanche, là, tu m'as parlé moi, c'est un outil que je recommande systématiquement quand on vient me voir et qu'on me dit: «Moi, j'ai un business local». Je dis: «Bah, oublie de t'embêter avec le digital, le machin, le truc, j'ai 300 épisodes, tu peux les écouter si ça t'amuse, mais d'abord commence par créer une fiche Google My Business». Donc, j'entends ce que tu dis, c'est que moi j'ai toujours trouvé ça comme
hallucinant, comme un énorme cadeau que nous fait Google et une espèce d'ovni avec la fiche Google My Business, Google te donne la place numéro 1 ultra facilement, alors que c'est quand même très compliqué, tu es bien placé pour le savoir, d'avoir cette fameuse place numéro 1. Et je me suis toujours posé la question, mais pourquoi en fait il fait ça, Google? Je me suis dit: «Oh, c'est peut-être qu'il y a pas vraiment beaucoup de business pour lui à cet endroit-là, donc autant le filer gratos» et c'est de l'information qui est vraiment utile, donc il veut faire plaisir à ses utilisateurs. Là, ce que tu es en train de me dire, c'est que Google My Business est vachement intéressant pour les LLM, donc là, je double down encore, un petit coup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un business local, j'ai vachement de chance parce que, et Google me donne les choses quasi gratos et les LLM me le donnent gratos, donc il faut vraiment avoir, sa fiche Google My Business si vous avez un pas de porte et cetera. Ça, j'entends ça en gros, hein, j'imagine. Mais si on n'a pas un business, avec un pas de porte, si on fait du service par exemple ou enfin plein d'entreprises, n'en ont pas, est-ce que ça veut dire qu'il faut quand même avoir une fiche Google My Business? Moi, pour le coup, je le recommande en tout cas. Chaque personne qui va faire, qui a une entreprise, généralement, je recommande de créer une fiche, My Business, avec, bon voilà, potentiellement tu notes que tu accueilles le client, potentiellement tu notes, une adresse, où tu sers, une zone qui est pas vraiment, voilà, une zone plus définie et cetera et cetera. Mais tu vois, même moi, qui a une entreprise, qui fonctionne tout en télétravail et cetera, j'ai créé des fiches Google My Business, dans les bureaux qu'on a, enfin mon bureau chez moi quoi. Donc clairement, je recommande très fortement, et c'est vraiment quelque chose qui sert bien. Les LLM, on le voit, l'utilisent énormément en source. Donc bon, on prend, on y va et ça leur permet de recouper la donnée en fait pour être sûr que l'information qu'ils fournissent elle est juste parce que Google a un système de vérification sur les Google My Business qui est quand même assez aigu, assez précis. Donc il y a peu de chances que des gens s'amusent à créer des fiches Google My Business à la volée un peu facilement sans rien, contrairement à un site où tu peux créer un site du jour Ouais, au lendemain sans tu peux dire ce que tu identité, veux. voilà. C'est ça. Alors Mmh. que fiche Google, oula, ça par contre c'est quand même plus contrôlé. Donc voilà, au final Google utilise pas mal ça. OK, c'est une histoire de sécurité, c'est de se dire effectivement une fiche Google My Business qui fonctionne bien, c'est une fiche qui a été vérifiée parce qu'évidemment, il vérifie l'adresse. C'est pas extrêmement complexe, mais n'empêche qu'il y a une vérification, ce que tu as raison, qui est pas le cas sur un site. Et 2, moi, ce que je comprends des fiches Google My Business, c'est si on veut être mis en avant, il faut que notre fiche soit super à jour. C'est-à-dire qu'on rajoute, qu'on mette à jour régulièrement, ce qui peut être très facile, en mettant une photo, en changeant l'horaire, en mettant à jour parce que, je sais pas, c'est l'ascension ou j'en sais rien. Donc, c'est des choses assez faciles, mais en tout cas, qui se font régulièrement. Donc, Google est sûr que si tu as dit que tu étais ouvert, bah, tu es ouvert parce que tu l'as mis à jour régulièrement. C'est ça, en fait, que vient chercher le LLM, c'est le fait que l'info est juste et est à jour. C'est ça et tu reçois des avis sur une fiche Google. Donc en fait, une fiche Google, elle va qualifier la qualité de ton service, et la qualité des produits que tu vends et cetera de manière, quand même assez précise au final. Parce que quelqu'un qui a un très mauvais avis sur Google Maps, généralement, c'est un mauvais prestataire ou quelqu'un qui est fermé, et à l'inverse, quelqu'un qui a de très bons avis, c'est quelqu'un qui va être un bon prestataire, qui va répondre à ses commentaires, qui fait attention à tout ça. Donc au final, c'est un très bon proxy pour savoir si quelque chose est un bon service ou un mauvais service, la note moyenne que tu vas avoir sur une fiche Google My Business, ouais. Plus, dis-moi si je dis une bêtise, c'est gratuit, Google My Business et notamment les avis, ce qui est pas le cas. Je reviens sur Trustpilot dont tu parlais à l'instant. Trustpilot donc qui est l'un ou le plus gros, gestionnaire d'avis, là, pour le coup, c'est payant, il me semble, hein? C'est peut-être pas très, très cher, hein, d'ailleurs? Tu peux le revendiquer gratuitement et après tu as un OK. système payant. Très souvent, les gens passent sur le système payant pour, comment dire? Pour dire que des avis qui ont été laissés, c'est pas vraiment des avis de leurs clients et du coup, les faire sauter et cetera. Et après ça te laisse à de nouveaux accès et plus de choses. Très souvent, quand tu es un gros e-commerçant, tu finis par payer Trustpilot. Au début, tu es pas obligé, tu peux simplement revendiquer ta fiche, dire qu'elle est à toi et ça roule. OK et donc là, tu me disais Trustpilot, super important, pour en fait exactement la même raison. C'est que Exactement. Trustpilot, c'est le plus gros, les autres sont certainement intéressants aussi, si vous en avez d'autres, mais Avis vérifié en ouais, France, par exemple, très utilisé aussi. OK. Ce qui 2 fois moins que Trustpilot, mais bon, quand même dans le Mais quand top même 10 ou très dans le bien. top Si 15, on donc l'a, ouais. on le fout pas en l'air, on peut Non, continuer, non, 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 non. à avoir avis vérifié. Ce qu'ils viennent chercher, en fait, c'est ça. C'est exactement la même chose que vient chercher Google quand il vient, avec ses robots vérifier les éléments. Ce que veut le LLM comme Google, c'est que l'utilisateur ait la bonne information. En fait, c'est aussi Exactement. simple et méchant que ça. Donc il va aller chercher l'information qui est la plus sûre, elle est jamais sûre à 100 mais qui a priori est la plus sûre pour que ses utilisateurs soient contents et heureux et que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Exactement. OK, écoute Léo, franchement génial. En 30 minutes, tu viens de m'éclairer et je pense tous les gens qui nous écoutent, en tout cas beaucoup des gens qui nous écoutent, sur une espèce de, grand point d'interrogation qui est le GEO dont tout le monde parle. Je vais essayer de résumer, ça va pas être facile parce que là tu nous as donné 1 milliard de tips, mais je vais essayer d'en trouver en tout cas, un maximum. Ce que tu nous dis, c'est que,
Déjà, il faut comprendre comment fonctionnent les LLM. Les LLM, soit ils vont faire une requête sur internet, soit ils vont pas faire une requête sur internet. Il faut prendre cette règle comme une règle de départ. S'il va pas faire une requête, ça sert à rien d'aller se battre. De toute façon, on s'en fiche parce que nous, ce qu'on veut in fine, c'est pas, juste être cité, c'est pas, qu'il donne la bonne réponse, que nous on donne également. Ce qu'on veut, c'est que les gens viennent chez nous à un moment donné. Donc toute la partie où il va pas, à faire de recherche, ça ne nous sert à rien. Là où il faut se battre, c'est là où il va pouvoir aller faire des recherches. Et ce que tu nous dis, c'est que les bonnes pratiques qu'on a eues jusqu'à maintenant en SEO, elles sont toujours valables. Donc, les formatages, tout ce qu'on peut faire, notamment en e-commerce pour pouvoir mettre en avant les bonnes informations, les 5 étoiles, les c'est en stock, etc. Ça reste valable. Mais c'est pas le cœur du sujet. C'est en gros 10% de l'histoire. Il reste 90% à travailler. Donc, si on ne sait pas le faire, ça n'est pas un drame. C'est pas forcément là qu'il faut aller se battre. Ce que tu nous dis, c'est que le SEO reste valable parce que dès lors que le LLM va aller sur Internet, et en fait, il va aller voir ce qui se passe chez Google. Donc, tout ce qu'on a fait en SEO reste valable. Mais il y a des éléments de SEO qu'il va aller chercher en priorité parce que les LLM, en fait, ils viennent nous chercher la réponse facile, rapide, etc. Et un type de page, un format qui fonctionne particulièrement bien, c'est les rankings, le top 5, le top 10, le top machin chose. Et donc, tu nous dis, chose numéro 1, simple à faire, fais un top 5 des boîtes de ton secteur. Donc, tu vas citer tes concurrents, mais c'est pas très grave. Mais en tout cas, tu te mets en premier. On a du mal à faire ça parce qu'on se dit, oh, c'est pas très poli de faire ça, mais il faut le faire quand même. Mais surtout, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte d'être cité par des sites tiers, des sites qui ont une certaine réputation sur le sujet et de tomber dans les top 5 et idéalement le premier. Toi, ce que tu dis, c'est qu'en fait, simplement, peut-être alors soit travailler avec une agence comme la tienne, par exemple, qui connaît tous ces sites et qui a des organisations, etc. Mais soit peut-être commencer par leur envoyer un email, leur dire, oh, au fait, ça fait peut-être 1 an et demi que tu n'as pas mis à jour ton top machin, peut-être que tu peux mettre et regarde, moi, mon service fait ça et c'est génial. Ça marchera pas à tous les coups, mais enfin, on le faisait déjà en SEO avec les backlinks à l'époque. On peut peut-être le faire avec les mentions. Donc ça, c'est vraiment, en tout cas, le format qui fonctionne. Ce que tu nous dis aussi, c'est que il y a ce format, il faut aller le faire chez soi, il faut aller le faire chez des tiers. Et puis, il y a aussi des grands sites. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que comme ça, on sait où aller mettre l'effort. Il y a des sites vraiment importants et notamment en France. Tu disais, on entend souvent parler de Reddit. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de te poser une question, je vais te la poser tout de suite. Mais tu disais, on entend souvent parler de Reddit en France, sauf que Reddit, c'est super utilisé aux États-Unis, relativement peu en France. Donc, vous cassez peut-être pas les bonbons à aller sur Reddit. En revanche, notre page, nous, c'est Wikipédia. Donc Wikipédia, si on peut avoir une page Wikipédia, go, allons-y. Si on ne peut pas, c'est pas grave parce qu'on peut pas non plus forcer complètement les choses. Mais voilà, c'est quand même intéressant ce que tu disais, c'est que pour avoir une page Wikipédia, un des gros leviers qu'on va pouvoir activer, c'est les RP. Donc les RP prennent vraiment de la valeur pour pouvoir être visibles. Bon, Wikipédia, c'est un peu quand on est un gros mastodonte. Si on n'est pas un gros mastodonte, la super bonne nouvelle que tu nous donnes, c'est que ces fameuses fiches Google My Business, qui sont quand même extrêmement simples à faire et à entretenir, elles ont un pouvoir très fort. Donc vraiment, allez sur les fiches Google My Business. Moi, je l'avais dit, je l'ai dit plein de fois, je vais faire une fiche Google My Business, même si je n'ai pas de pas de porte, je ne reçois pas personne chez moi. Et à chaque fois, je dis je vais le faire et je ne l'ai pas fait. Maintenant que je t'ai écouté, là maintenant, c'est sûr, je vais le faire cet après-midi. C'est marqué dans ma to-do. Et tu disais d'autres types de sites qui fonctionnent, c'est les sites des avis, notamment Trustpilot. Avis vérifié en France marche bien aussi. Ces éléments-là sont intéressants parce qu'ils sont vérifiés. J'avais une question en plus, pardon, que j'ai oublié de te poser, mais parce que je la vois tourner partout et j'aimerais bien avoir ton avis. On dit souvent Reddit, c'est très bien. Tu disais oui, c'est très bien aux US, mais peut-être moins en France. On dit souvent en ce moment, enfin, ça se dit sur LinkedIn, on dit souvent que LinkedIn est vachement intéressant et que LinkedIn est très cité et que donc il faut absolument poster sur LinkedIn. T'es d'accord, t'es pas d'accord? Ouais, c'est assez vrai. C'est surtout assez vrai pour les personnes. Dès que tu prends des informations sur une personne, LinkedIn est utilisé en source énormément. Dès que tu sors un peu du scope des personnes ou des entreprises, c'est un peu moins utilisé quand même. Typiquement, si tu cherches, je sais pas, par exemple, la meilleure plomberie, le meilleur plombier autour de toi, il y a peu de chances que ça soit sur LinkedIn qu'il aille récupérer l'information. Mais si tu demandes, voilà, est-ce que cette personne elle est fiable, est-ce que cette entreprise elle est fiable, est-ce que cette entreprise propose tel service, dans ce cas-là, ouais, LinkedIn va très souvent être utilisé comme source. Et après, dans tous les cas, LinkedIn, ça s'indexe bien. Google, ChatGPT aime beaucoup ça comme source aussi. C'est dans le top 3 ou le top 5 des plus grosses sources. Donc, clairement très utilisé et je recommande d'aller poster sur LinkedIn.
Donc, allez poster sur LinkedIn pour LinkedIn pour chacun dit comme il veut. À la Mais c'est française. parce que LinkedIn. LinkedIn. Allez poster sur LinkedIn pour pas pour n'importe quoi, c'est pas poster pour poster, c'est pour parler de son sujet, de son service, de ce que l'on fait et devenir une autorité sur son marché. C'est ça, on est bien d'accord, Ouais, hein, c'est pas juste poster exactement. pour poster. OK, super, très bien. Donc on peut continuer à aller sur LinkedIn, ça marche aussi. En gros, ce que je comprends, si je veux résumer, notre histoire, c'est que il y a plein de choses à faire. Ce qu'on a fait en SEO n'est pas à mettre à la poubelle, ça me rassure un petit peu. Mais quand même, il faut adapter un peu les choses. Il faut bien réfléchir à notre site, notre funnel et se dire, bon, les LLM ont une grosse force, un gros pouvoir. Il va falloir quand même faire en sorte de rentrer dans l'histoire. Ce que tu nous dis, c'est que finalement, c'est peut-être pas si compliqué que ça. C'est peut-être même plus simple, j'ai l'impression, que ce qu'on a pu faire en SEO avant. Parce qu'en tout cas, pour le moment, ça viendra peut-être à changer. Mais en tout cas, pour le moment, si on fait les bons schémas, si on est bien classé dans les top 5, top 10, top machin, c'est déjà vraiment très très bien. Et du coup, on peut en fait mettre notre focus sur ce genre de travail-là plutôt que d'aller un petit peu partout. Et ça sera déjà très très bien. C'est ça la morale de l'histoire. C'est exactement ça honnêtement, déjà avoir une bonne base de SEO, ça fera toujours énormément de bien pour la partie LLM et ensuite avoir un maximum de popularité, être cité par de l'externe, être cité par les références du milieu et ça c'est vraiment, voilà, ce qui va vous aider à avoir ce facteur qui va être important. La popularité et être cité comme un produit de référence dans les classements, c'est vraiment quelque chose qui est important. OK, génial. Bon, ben, on va tous se ruer là-dessus à partir de cet après-midi. Léo, merci infiniment d'être revenu sur, le podcast du marketing. Si on veut bosser avec toi, si on veut, faire du SEO, du GEO, faire, tout ce dont tu nous as parlé, où est-ce qu'on peut te trouver? Dis-moi comment est-ce qu'on peut, travailler avec toi? Le plus simple, ça reste LinkedIn. J'ai pas forcément une vitesse de réponse qui est optimale. Voilà, je mets 3-4 jours parfois avant de répondre, mais si vous me trouvez sur LinkedIn, on peut discuter de tout ça avec très grand plaisir. Le mieux pour LinkedIn, c'est toute la partie justement agence et si vous avez besoin d'un audit ou d'une stratégie ou quelque chose d'un peu plus complet. Si vous voulez juste acheter justement des classements sur des médias, vous pouvez aller sur linkavista.com qui est la plateforme d'achat et de vente de listing médias justement comme ça qu'on a développé sur lequel vous pourrez trouver tout ça. Bah, génial. Je mettrai évidemment les liens dans les notes de cet épisode, donc vous pouvez aller cliquer directement dedans. Merci beaucoup Léo, t'es le bienvenu quand tu veux sur le podcast du marketing, peut-être pour qu'on parle d'affiliation la prochaine fois, allez, pourquoi pas. Avec plaisir, Estelle. C'est top de discuter avec toi. Et puis écoute, impatient de rediscuter de ça. Voilà, je reviendrai faire mon update soit dans 6 mois pour de l'affiliation, soit dans un an pour l'update SEO annuel, comme on le fait une fois par an, quoi. Bah génial. Super, on fait ça. Merci beaucoup Léo. Merci, au revoir, bye. Un immense merci Léo d'être revenu sur le podcast du marketing et encore une fois nous avoir donné tellement de conseils super précieux, super concrets. J'avoue que moi, ça fait un moment que je cherche les bonnes infos, les vraies infos sur le GEO. On en entend tellement parler, c'est vraiment le truc du moment et moi personne ne me donnait les bonnes infos parce que tout le monde m'expliquait comment être cité, mais personne ne m'expliquait pourquoi être cité est bien, quand est-ce que c'est bien, quand est-ce que c'est pas bien. C'est quand même ça moi qui m'intéresse, être cité personnellement, je m'en fiche, ça peut me faire plaisir, OK, très bien pour l'ego, mais moi ce que je veux, c'est pouvoir vendre mes produits, que vous puissiez vendre vos produits. Donc c'est ça qui nous intéresse vraiment et attention parce que les LLM, eh ben, ils sont pas toujours bons pour nous parce que parfois, bah, ils nous rendent invisibles, parfois ils nous rendent visibles. Il faut savoir jouer avec les bonnes règles du jeu. Merci encore Léo de nous les avoir données. Si vous voulez mettre en place les conseils de Léo, je vous ai préparé une checklist GEO, une checklist complète sur comment faire pour être cité par ChatGPT et par les LLM et pour être cité correctement. Vous allez sur lepodcastdumarketing.com/cadeau 326 ou vous cliquez dans le lien qui est dans les notes de cet épisode. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous plaît, partagez-le autour de vous, partagez-le à quelqu'un qui pourrait avoir un intérêt à être visible grâce au LLM, qui a un business ou qui travaille en marketing. C'est comme ça que vous pourrez m'aider à faire vivre le podcast du marketing. Je vous dis à très vite.